son. Et ben alors, Tahiti en première. Alors aujourd'hui, je suis rédacteur en chef adjoint à France 3 Aquitaine à Bordeaux, la télévision régionale. En fait, je travaille dans le journalisme depuis très longtemps, trop longtemps diront certains. Mais avant de faire tout ça, j'ai eu une première vie qui était l'organisation de concerts et de cinéma. Et je me souviens qu'on a atterri dans cette salle parce qu'il n'y avait pas de lieu à Bordeaux. Le budget culturel de la ville de Bordeaux à l'époque, c'était tout pour le Grand Théâtre. Chaban-Delmas, Jacques Chaban-Delmas, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui était maire de Bordeaux, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, un des politiques qui comptait à l'époque, ne voulait même pas de maison des jeunes à Bordeaux, qui était quand même une initiative d'un autre gaulliste historique, André Malraux. Pour lui, maison des jeunes, ça risquait d'être, je sais pas, le souk, le bordel, la chienlit, comme aurait dit De Gaulle. Et donc, pas de maison des jeunes. Et puis lui disait, de toute façon, la culture, c'est le Grand Théâtre de Bordeaux. Finalement, pour les jeunes cons comme nous, à l'époque, il n'y avait rien, quoi, pas grand-chose, très peu. Quand Hubert Beuve-Méry, qui était un des grands patrons du monde, a écrit juste avant mai 68 « La France s'ennuie », je crois qu'il avait tout compris. On s'emmerdait. Quand on était jeune, on n'avait pas grand-chose à faire, quoi. Mais à côté de ça, on a une vie qui commence à être organiser du concert, faire des choses qui nous font plaisir. Et comme il n'y a pas de lieu, on ne sait pas où aller, c'est un peu compliqué. Et donc en 1973, c'est une grande année parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Biasini, Émile Biasini, qui a un grand projet pour la côte aquitaine avec une mission mandatée par le gouvernement et l'État français qui s'appelle la MIACA, qui dit on va investir sur le littoral girondin et landais. On va construire, on va faire venir des investisseurs allemands, américains, hollandais, etc. Et pour leur montrer tellement c'est beau ici, on va faire un grand festival qui va s'appeler Octobre à Bordeaux. Donc on fait venir Jean-Louis Barrault, qui est quand même un grand monsieur du théâtre, habitué des festivals, etc., qui vient faire une manifestation qui, à l'époque, a dû quand même coûter des grosses poignées de millions de francs. Et à l'occasion de cette manifestation, pour la première fois, on utilise l'entrepôt Lenné pour y faire des concerts. Notamment Pierre Boulez, qui avait quitté la France depuis des années, qui revient donner un premier concert en France en 1973. Tout ça, c'est loin du rock, mais il faut quand même bien comprendre cette époque. Donc, Pierre Boulez, même moi, c'est un concert que j'avais envie de voir. Ça fait 20 ans qu'il a quitté la France, on a dit on va y aller. Donc, il y avait, je crois, une jauge à 850 ou 1000 personnes dans l'entrepôt Lenné à Bordeaux. Sauf qu'il y avait 750 places qui étaient réservées aux invitations de la MIACA. Donc il devait rester à peine une centaine de places de concert pour les Bordelais. Donc ça avait fait un peu un esclandre, etc. Et donc avec les fous furieux avec qui j'organisais les manifestations ici, on a monté Octobre Noir à Bordeaux. Une contre-manifestation culturelle. Et sans un sou, bien sûr, mais c'était juste pour faire un peu d'agite-propre. Alors Octobre Noir à Bordeaux, ça a fait très peur aux autorités. Parce que c'était l'époque où, au Moyen-Orient, il y avait un conflit entre Israël et la Palestine. Et il y avait un mouvement palestinien qui s'appelait Septembre Noir qui organisait des attentats. Donc quand on a dit Octobre Noir à Bordeaux, ça y est, il y avait les CRS partout. Il me semble d'ailleurs qu'à ce moment-là, oui, Giscard n'est pas encore élu, c'est 1974, donc le ministre de l'Intérieur s'appelle Marcellin. Et ça a été quand même un grand ministre de l'Intérieur, puisque le simple fait d'aller coller des affiches pour des concerts à Bordeaux valait à peu près 5 contrôles d'identité par nuit, des fouilles des véhicules, etc. Donc on était dans une France qui était extrêmement tolérante avec sa jeunesse. Et donc, je me souviens comme on était un peu malin, on n'avait pas d'argent, mais on était malin. Donc on savait un peu utiliser les médias, ceux qui existaient à l'époque, et on avait monté un peu une campagne contre Chaban, en disant oui, il se vante de faire de la culture, mais il est nul, etc. Bon, enfin, c'était un peu la teneur du propos.
Donc je me souviens qu'on avait été convoqué dans le bureau de Chaban-Delmas à la mairie de Bordeaux. Et il nous dit, oui, vous me mettez une volée de bois vert dans la presse, pourquoi ça, etc. J'ai dit, bah écoutez, on met une volée de bois vert, vous mettez de l'argent sur le Grand Théâtre, vous mettez de l'argent sur Octobre à Bordeaux, et on n'arrive même pas à avoir des salles pour faire des concerts. Et on ne vous demande même pas de subvention, on vous demande juste la possibilité d'utiliser les salles. Donc il convoque son directeur de la culture de l'époque, dont j'ai oublié le nom. Il dit, bon, je vous demande de vous occuper de ces jeunes et vous leur trouvez une salle. Donc c'est comme ça qu'on a eu la salle du Grand Parc. Alors on avait le droit d'y organiser plusieurs concerts par mois et 2 séances de cinéma par semaine. Donc il y avait projection de cinéma tous les mercredis et tous les vendredis, et puis des concerts plus ou moins régulièrement. Voilà comment l'histoire a démarré. Et puis c'est devenu un lieu de rencontre absolument incroyable. Alors on nous a mis au Grand Parc, il ne faut pas se gourer. À l'époque, le Grand Parc, c'est le plus loin du loin. Bordeaux est complètement ethnocentré sur l'hypercentre-ville. Je pense qu'il n'y a même pas un bus qui arrive le soir ici. Donc il n'y a aucun moyen de repartir après les spectacles. Il n'y a pas un café dans le coin. Donc on va les mettre au Grand Parc. À la limite, si ça gêne les gens, ça gêne les mecs de la Cité du Grand Parc. Donc c'est pas le centre-ville. Ça va aller très très bien. Je pense que dans leur idée, c'était un peu ça. Et puis ils vont se casser la gueule. Voilà. Sauf que les concerts ont très très bien marché et que le cinéma a très très bien marché et que ça a été le début d'une aventure absolument incroyable. On commence à faire des choses dans cette salle qui ne ressemblent pas à ce qu'elle est aujourd'hui, hein. L'extérieur est le même. À l'intérieur, la structure de la salle est ça, mais ça faisait un peu vieillot, quoi. Quand on arrivait là, il y avait les sièges en bois en bas qu'on pouvait démonter, etc. Mais bon, on se dit, c'est quand même génial. Il y avait une fosse qui séparait la scène, qui était très haute par rapport au public. Mais on se dit, bon, on va essayer d'y faire des concerts. Et on a commencé à... Enfin, l'aventure a dû démarrer vers 71-72. Et puis, en cinéma, il n'y avait pas grand-chose, hein. Louis de Funès était extrêmement populaire, donc on voyait beaucoup les films de Louis de Funès. Quand j'étais gamin, je regardais ça, mais bon, arrivé à 18 ans, Louis de Funès, on a envie aussi de voir autre chose. Et il y avait plein de films qui ne venaient pas, donc on a monté 2 structures. Une association qui faisait les concerts, qui était le Béret Cosmique, et une deuxième structure qui était le Ciné-Club C'est donc ton frère. Vous aurez noté la qualité du jeu de mots de l'époque, quoi. Et donc pour organiser du cinéma. Parce qu'il y a tout le cinéma américain indépendant qu'on ne voyait jamais, il y avait tous les films musicaux qu'on ne voyait jamais, il y avait des films d'horreur qu'on ne voyait jamais, donc on s'est dit on va essayer aussi de proposer ça. Alors on essayait de rendre l'endroit un peu sympathique, donc pour tous les films, il y avait le thé gratuit. Bon, c'était l'époque babacool, hein. On allait manger les pâtisseries orientales, les gens fumaient des joints, ils buvaient du thé, donc voilà, c'était comme ça. Donc on offrait le thé, et en tant qu'association, parce que j'avais regardé un peu les choses auxquelles on avait droit à Bordeaux en tant qu'association loi 1901, on avait le droit à l'époque d'emprunter gratuitement les costumes du Grand Théâtre. On a dit, ça c'est génial. Donc on a fait une demande écrite, qui ne pouvait pas nous refuser. Et donc, toutes les semaines, on allait emprunter des costumes au Grand Théâtre de Bordeaux. Alors, je ne vous dis pas la tronche des costumiers CGT du Grand Théâtre de Bordeaux. La première fois, on est allé chercher les costumes. J'avais un peu plus de cheveux, hein, une barbe plus fournie. Et donc, on ne devait pas faire exactement le public que s'attendaient à voir les gens au Grand Théâtre. Et on empruntait des costumes pour faire des bandes annonces vivantes sur scène pour annoncer le film de la semaine suivante. On a organisé des projections de films ici. Il y aurait eu le moindre contrôle de sécurité, la salle était fermée, les gens étaient assis dans l'escalier, il n'y avait plus assez de place. On fait quoi? On les refuse, les gens? La nuit des morts vivants. Si vous voulez, je vous le raconte, ça. Avec plaisir. Mais on a plusieurs... Ouais, allez, on va essayer de faire vite. Ouais, on organise un festival du fantastique. C'était pour ça qu'il y avait les 2 structures, à la fois le Béret Cosmique et le Ciné-Club C'est donc ton frère. Donc on organise un festival du cinéma fantastique parce que c'est un genre qu'on voit peu, quoi. Moi, gamin, ado, moi on allait voir les films nuls à minuit
au Moderne, rue Gouffran à Bordeaux, quoi. C'était des trucs complètement nuls, mais nous on faisait les dialogues dans la salle, c'est ça qui était marrant. Et on a dit on va essayer de faire un truc où on se marre un peu et on voit des films qu'on ne voit pas. Donc il y avait des projections tous les soirs, donc 2 films à 20h30 et un film à minuit. Ça devait coûter, je sais pas moi, même pas 3 francs l'entrée, 5 francs l'entrée, quoi. C'était des trucs comme ça. Et le vendredi soir, il y a concert Nico, donc Nico l'égérie du Velvet Underground. On l'a fait venir 2 ou 3 fois en concert, une fois à Talence, et donc là, il était venu dans cette salle ici. Bon, à l'époque, tout le monde était amoureux de Nico, hein. C'était une femme absolument magnifique, superbe musicienne. Et puis, on fait un concert avec elle, et à minuit, derrière son concert, il y a la projection du film La Nuit des Morts Vivants, qui passait pour la première fois à Bordeaux. Quand on a ouvert les portes et commencé à vendre les billets, l'émeute qu'il y avait dehors, je n'avais jamais vu autant de monde devant cette salle pour un film. Donc il arrive un moment où on a vendu 1000 billets pour 850 places assises, donc c'est juste pas possible, on arrête. Et j'ai même vu à l'époque des gens en costard-cravate qui étaient là, mais je suis prêt à payer 50 francs, mais trouvez-moi un billet. Mais monsieur, c'est complet. Donc, je vais voir Serge Cantozel, donc notre projectionniste, homme à tout faire, concierge, etc. Je lui dis, écoute, t'as vu le monde qui reste dehors? Il y avait peut-être au moins encore 500 personnes dehors. Je lui dis, est-ce qu'on fait une projection à 2h du matin? Il dit, bah écoute, on va faire ça. Donc, on dit aux gens, mesdames et messieurs, il y aura une projection à 2h du matin. Vous voyez un peu le quartier à l'époque ici, il n'y a rien. Il n'y a pas un café, on est au mois de novembre. Donc, il y a 500 personnes qui ont attendu dans le froid, parce que je me souviens qu'il faisait froid, qui ont attendu dans le froid pour la séance de 2h du matin. Et comme on aimait bien organiser les choses, on avait mis quelques comédiens déguisés avec des masques d'horreur dans la salle qui tapaient sur l'épaule des jeunes filles parce qu'elles crient plus fort quoi, que les hommes, pour mettre un peu l'ambiance. Et chose que j'ai jamais vue, c'est qu'au bout de 25 minutes de film, de projection de La Nuit des Morts Vivants à l'époque, des gens ont commencé à sortir. Alors, il faut se remettre dans le contexte. Ça a été la bousculade à l'entrée. On arrive dans une salle où il fait chaud parce qu'il y a eu un concert avant, etc. Et les gens rentrent en rigolant, en déconnant, etc. Et puis le film crée la tension. Et on commence à évacuer du monde. Une nana qui sort en hurlant, portée par les 4 copains dans l'escalier. Et les gens attendent dehors pour rentrer. Et bien, la projection de 2h du matin, il n'y a eu aucune bousculade, hein. Ils sont rentrés dans la salle, terrorisés, ils avaient déjà peur. Mais bon, enfin, l'ambiance, c'était un peu ça, quoi. La plus vieille adhérente du cinéma, qui venait ici au cinéma, elle avait à l'époque 85 ans. C'était une dame qui habitait le quartier, qui était veuve. Elle m'avait raconté un peu sa vie, c'était assez drôle, hein. Et elle dit, bon, j'avais un mari qui avait on avait une grosse propriété à la campagne, je ne sais pas où. Je me suis tellement embêté toute ma vie qu'elle est venue s'installer. Elle avait un appartement au Grand Parc. Et elle venait à pied jusqu'à la salle. Elle habitait quand même dans des rues assez loin, là, au Grand Parc. Et j'avais pris l'habitude de la ramener en voiture systématiquement parce que je me disais, bon, c'est pas. Et quand il y avait les projections à minuit, elle restait. Donc je disais, écoutez, à 2h du matin, je ne vais pas vous laisser rentrer à pied. Et comme ça, ça paraît incroyable parce qu'à l'époque, bon, on était jeunes, on ne se voyait pas discuter avec quelqu'un de 85 ans. Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, quoi, que cette dame vienne systématiquement voir les films ici, lui explique que sa vie éclate, et ça fait quand même un peu réfléchir, quoi. Et je la ramenais, parfois j'allais boire le thé chez elle, l'après-midi on discutait, c'était assez rigolo. Finalement, on allait des jeunes cons qui venaient à la salle, aux vieux cons, mais qui sont parfois des gens très sympas. Bah, le public, il était assez incroyable, parce que, bon, faut quand même se dire qu'il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de téléphone portable, on ne fait pas des photos, mais les gens venaient, en fait c'était devenu un peu cette salle, un endroit, et ça ne s'est pas fait dans d'autres salles, parce que j'ai organisé des concerts ailleurs, dans d'autres salles, mais ici les gens venaient, d'ailleurs je me souviens de gens qui venaient soit pour les concerts, soit pour les cinémas, on savait qu'il y avait un film ou un concert, on ne sait pas ce que c'était, mais on venait. En gros, il y avait de la lumière, on sait qu'on retrouvait des copains, des gens, on discutait. Voilà. C'était un peu un lieu de rencontre, quoi. Ça crée du lien social.
Ce qui est assez hallucinant, c'est que c'était une époque où euh, c'était un peu un truc alternatif, mais de là-dedans sont issus des gens qui ont fait des métiers. Moi, j'en revois de temps en temps des gens qui sont passés dans la banque, dans l'immobilier. Certains ont fait de la musique, d'autres sont morts, d'autres sont passés à autre chose. Mais bon, ça a été une époque. Moi, ça m'a permis de vivre une jeunesse géniale. J'ai fait des choses. Ça m'a toujours saoulé d'entendre les trucs. Ouais, les jeunes, ils se font chier, etc. Ils n'ont pas envie de rien. C'est pas vrai. Bon, alors, il faut se dire qu'à l'époque, c'était plus facile. Je pense que c'était à la fois très compliqué et plus facile. Parce qu'il n'existait rien, donc tout était à inventer. Il suffisait de se lancer. Aujourd'hui, pour faire les normes, la moitié des trucs qu'on a organisés dans cette salle, on serait fermé. Le premier concert qu'on a fait ici, la lumière s'est éteinte. Je ne sais même plus quel était le groupe. Hein. Ça, j'ai plus de mémoire. Alzheimer, et pitié de nous. Et par contre, on y voyait comme en plein jour. C'est-à-dire qu'au moment où la lumière s'éteignait, tous les chilums et les joints de la salle s'allumaient. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les lois anti-tabac, anti-alcool, répression de la drogue et tout, on vivait une époque très alternative. Alors, on en meurt ou on en reste idiot. Je ne suis pas mort. Ouais, moi, c'est le premier concert qui me frappe dans cette salle, c'est ça. C'est la lumière s'éteint et on y voit comme en plein jour, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, c'est notre premier concert, c'est le dernier. Parce que je ne voyais pas très très bien comment on allait, après un concert comme ça, en faire un deuxième. Tout le monde fumait dans la salle, on se dit, la police va arriver, on va être arrêté, ça ne va pas se passer comme ça. Il y a eu beaucoup de concerts de rock allemand. On a été la première ville à faire venir beaucoup de rock allemand, comme Amundul, Cannes. Bon, j'en oublie. Les musiciens adoraient venir ici parce que les loges étaient remplies de vin de Bordeaux, plus de cognac, parce qu'en général, dans leur contrat, ils demandaient toujours un peu de cognac. Et je me souviens qu'un groupe anglais, ça devait être Hatfield and the North, je ne sais même pas comment ils sont montés sur scène, parce qu'ils avaient vidé absolument tout le bar. Ils avaient dû fumer une quantité astronomique de joints, parce qu'ils avaient avec eux un road manager dont le boulot essentiel, à part s'occuper du matériel, était de rouler les joints, quoi. Mais ils ont réussi à jouer. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à jouer. Alors le lendemain matin, par contre, quand j'ai été payer la chambre d'hôtel, l'hôtelier m'a dit « Écoutez, monsieur Tavitian, vous êtes très gentil, je vais faire jouer mon assurance, mais vous ne m'amenez plus de musiciens à l'hôtel. » En fait, le road manager a cru qu'il était encore avec la tournée américaine de Led Zeppelin, la fameuse tournée où ils pêchaient du poisson en Floride à la dynamite. Donc ils avaient un peu saccagé l'hôtel, ils avaient oublié les clés, donc les murs étaient arrosés au vin, tout était cassé dans l'hôtel. Et le road avait eu un petit accident en allant sur l'étape suivante, parce que le camion avait quitté la route, quoi. Je pense surtout au concert de Cannes, parce que la première fois où ils sont venus, je crois que le concert a dû durer quelque chose comme 3h30 ou 4h. Ah oui, ça fait rêver, hein, quand aujourd'hui les gens jouent 1h25 montre en main, avec le rappel compris. Ouais, là c'est-à-dire qu'un morceau durait déjà 30 minutes, hein, on est dans le rock allemand un peu planant, etc. Et donc si on compte 30 minutes par rappel, bon, ça peut durer comme ça une partie de la nuit. Il y avait aussi beaucoup de concerts de rock progressif anglais, du rock indépendant. On a fait des choses un peu avec les rockers de Bordeaux. Quelques années après, moi d'ailleurs, quand j'ai commencé à faire de la radio, on a monté un tremplin. On a essayé de faire émerger la scène musicale bordelaise. Et dans ce tremplin, bon, il y avait des gens comme Noir Désir notamment, etc., hein, qui ont démarré. Donc. Et les finales avaient lieu ici, où il y avait 5 groupes sur scène, un jury, etc. Et puis bon, voilà, derrière, j'ai essayé de mettre le peu de moyens que j'avais, moi, à la radio et puis un peu à la télé, pour faire des sujets ou des trucs sur les groupes qui gagnaient. Donc moi, je travaillais dans une radio de service public et je me suis dit que notre boulot, c'était de faire ça. C'était d'essayer de faire émerger la scène. D'ailleurs, il y a pas mal de groupes qui auraient pu faire des choses. Alors après, bon, l'histoire fait que c'est très compliqué. On peut avoir du talent, c'est pas toujours les meilleurs qui réussissent, il faut s'accrocher, c'est très compliqué.
Mais bon, on a fait émerger des groupes. Il y en a qui se sont cassés la gueule parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix. Moi, je sais que j'essaye de retrouver... C'était les Ablettes, oui. C'était un groupe du Lot-et-Garonne que j'avais découvert, là, que j'avais fait venir. Je trouvais ce groupe, mais c'est un groupe de scène, moi, que je trouvais hallucinant. C'est-à-dire que c'était des mecs, quand ils arrivaient sur scène, ils parlaient au public. Parce que souvent, bon, on joue de la musique, mais c'est les pieds en dedans, on s'excuse presque d'être là. Non, non, là, ils parlaient au public, et puis je trouvais qu'ils avaient un son, il y avait des textes, il y avait un imaginaire, c'était bien. Et moi, je me suis dit, ceux-là, bon, il faut faire un truc, il faut les aider, etc. Et puis, ils ont été signés par une maison de disques, ils ont fait un tube. Puis, ils ont fait une reprise de Nougaro, et puis ils ont arrêté, et puis ça a explosé. C'est très compliqué de passer le cap, quoi, de faire des choses bien, de garder son identité et de passer dans le vrai monde commercial des maisons de disques. Hein. Oh ben moi, l'anecdote la plus dingue, c'est avec Gong, quoi. Alors donc, on est encore dans les groupes complètement délirants de cette époque. C'est un mélange de musiciens anglais et français. Et les Gong, c'est la planète Gong, quoi. Si tu veux un camembert, etc. Donc, on flotte un peu, on est sur son nuage permanent. Et le concert, la première partie a démarré, donc il est 21h. Et à 21h15, les musiciens ne sont toujours pas là. Donc on est en train de se dire qu'avec une salle remplie, la première partie sur scène et les musiciens pas là, il va arriver un moment où il va y avoir un petit problème. Puis d'un coup, là, derrière, sur le parking, là, on voit arriver un minibus Volkswagen. Voilà, c'est la 4e dimension. Hein. Le minibus Volkswagen arrive, la porte s'ouvre, il y a un nuage qui sort... je ne dirais pas quelle était la nature du nuage, mais il y a un nuage qui sort. Voilà, et on voit David Allen sortir avec une théière à la main, son grand chapeau pointu, là, tous leurs vêtements flashy, qui dit est-ce qu'on pourrait faire un peu de thé ? Alors oui, mais bon, vous avez vu l'heure qu'il est, il y a le concert, etc. Mais nous allons faire un peu de thé et après on va les jouer. Une partie de l'histoire de la ville est ancrée dans cette salle, quoi. Hein. Comme une partie de l'histoire de la ville est ancrée dans tous les cinémas de barrières qu'il y avait à Bordeaux qui ont disparu, qu'on a fermés, comme elle était ancrée à l'Alhambra ou au Capitole, qui est des salles qu'on a laissées fermer. Alors bon, on ne peut pas vivre en gardant toutes les vieilleries, mais c'est quand même hallucinant qu'on n'ait gardé aucun des théâtres à l'italienne qui existaient à Bordeaux, quoi. Ah oui, pardon, excusez-moi, il y a le Grand Théâtre de Bordeaux. Mais le problème de cette ville, c'est qu'elle a toujours magnifié son Grand Théâtre et qu'elle a oublié tout le reste dans lequel s'est souvent fait la culture populaire, alternative. Voilà. C'était une belle salle et moi je suis très 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 content qu'elle reprenne. Parce que je pense qu'une ville ne peut pas vivre sans garder un peu ses racines. Même si c'est des racines différentes, alternatives. Je sais bien que bon, les politiques aiment bien les choses lissées qui rentrent dans les cadres. Une partie de ce que je vous ai raconté ne rentre pas dans les cadres. Bon, il y a prescription, mais voilà. Bon, je pense qu'il devait y avoir un dieu pour les fous, là, à l'époque. Ça doit être ça. Voilà, je m'appelle Francis Vidal. Et je suis un fan de musique. Est-ce que tu peux préciser un tout petit peu, s'il te plaît ? J'adore la musique et ça monopolise tout mon temps, le jour et la nuit. Voilà. Ben, cette salle, en fait, quand je suis revenu à Bordeaux au début des années de 1975, c'est une salle que j'ai fréquentée parce que bon, j'étais parti quelques années de Bordeaux, je connaissais absolument plus personne. Et pour sortir et pour pas aller dans une boîte de nuit, eh ben, on allait voir des concerts en fait. Et c'est aller au concert, ça me permettait de rencontrer des gens qui étaient comme moi, passionnés par de la musique, par le rock, par ce qu'il y avait qui passait. Ou peu à peu,
j'ai connu un peu les gens qui ont organisé des choses, pas toujours personnellement, mais à un moment donné, on finissait par connaître, par savoir qui c'est qui organisait, comme Toots and the Maytals, ça avait été organisé par quelqu'un que j'allais rencontrer plus tard, qui s'appelle Patrick Duval, qui, je pense, va me suivre dans cette interview. Mais la majorité des concerts que je suis venu voir avaient été organisés par Tarkus, qui était une asso, qui était l'asso de Nounours. Voilà. Après, j'en ai vu plein, puisque bon, j'ai bardissé un revers de boîte de chocolat. J'ai vu Toots and the Maytals, j'ai vu Cass Product, un groupe dans lequel il y avait John Lurie qui jouait, j'ai vu Minimal Compact, j'ai vu les Stray Cats, les Stranglers, Cure, Echo and the Bunnymen, Steel Pulse, Alan Vega, Kid Creole and the Coconuts, Iggy Pop, les Ramones, les Cramps, le Gun Club. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Outcast avec Caméra Silence. J'ai vu les Fleshtones. UB40, Willie DeVille, les Lords of the New Church, LKJ, Opposition, Orchestre Rouge, Johnny Sander, les Inmates. Et puis après, il y a des choses qui sont floues, dont je ne me rappelle pas trop. Je ne me rappelle plus si j'ai vu Grégory Isaac ou Culture, je ne sais plus, ou Siouxsie, je ne me rappelle plus. Pour organiser des concerts à cette époque-là, il fallait être courageux, quoi. Maintenant, ça s'est hyper banalisé parce qu'il y a des salles qui sont faites exprès pour ça, mais à l'époque, tout était difficile, quoi. Il n'y avait pas, comme maintenant, des écoles d'ingénierie culturelle. Il n'y avait pas tout ce vocabulaire qui est apparu dans la musique. Ça avait un côté mystérieux, quoi. Fallait être initié. C'était beaucoup moins facile que maintenant, quoi. Il n'y avait pas d'annuaire. C'était difficile pour les agents qui s'occupaient des groupes. C'était difficile de construire une tournée en France, en fait. On ne s'en rend pas compte. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact? L'endroit, il a eu un impact pour le Bordeaux de l'époque, quoi. Ah bah, un énorme impact, ouais, bien sûr. Ben après, qu'est-ce que... C'est un peu comme dans le sport, hein, finalement. Dans la musique, ça a donné... de voir des groupes, ça a donné envie à plein de gens de former des groupes, quoi. C'est le truc de l'exemple, hein. Ça a été le départ de quelque chose, cette salle. Ça a donné envie à des gens de faire des choses. Moi, ça m'a donné envie de faire des choses. Après, cette salle des fêtes était pas, je pense, en super état. Et après, je pense que les pouvoirs publics s'étaient dit que ça dérangeait pas trop les voisins. Parce que bon, le Grand Parc, ça ressemblait un peu à une cité ghetto. Et je pense que les concerts au Grand Parc étaient moins dérangeants que ceux qu'il y avait à l'Alhambra, qui était dans une petite rue qui donnait sur la rue Judaïque et où le voisinage devait avoir le bras long. Et que donc des rassemblements de marginaux, parce que je pense qu'on devait être considérés comme des marginaux,
par les gens qui sont censés s'occuper de nous. Donc je pense que le Grand Parc, c'était un endroit pas trop dérangeant pour les pouvoirs publics, pour qu'il y ait ce type de concert qui n'était pas tellement identifié, même si par la suite on a pu se rendre compte que dans les gens qui venaient là, il y avait de futurs médecins, de futurs ingénieurs, de futurs avocats ou de futurs architectes. Qui composaient le public de ces choses-là qui paraissaient très bizarres aux gens qui nous gouvernent, quoi. On avait l'impression d'être marginalisés, en fait. Alors que ça faisait peur, quoi, en fait, le rock. C'est un peu comme la chanson de Georges Brassens, La mauvaise réputation, quoi. On avait mauvaise réputation. Parce que les gens ne nous connaissaient pas. Et maintenant, on voit plein de bourgeoises avec des pantalons en cuir et des vestes en cuir, mais pendant longtemps, porter un pantalon en cuir et un blouson en cuir, c'était craignos pour les autres personnes. On se disait, mais c'est quoi ça? C'est un assassin, quoi, un peu. Voilà comment c'était à cette époque-là. Comme écouter du punk, c'était mal vu, quoi, par les autres personnes de la population française. On pensait qu'on avait des mœurs bizarres. On mangeait, on buvait comme les autres. On allait au cinéma, on lisait des bouquins. On était cultivés, mais notre culture n'était pas reconnue comme étant une culture. En fait, ça a mis très très longtemps en France à ce que le rock soit reconnu comme étant une culture à part entière. J'ai toujours eu peur que le fait de pratiquer ce métier-là, ça me prive que ça ne devienne plus, que la musique ne devienne plus un plaisir, en fait. J'avais peur de ça, quoi. C'est pour ça que j'ai mis très longtemps avant de me réaliser là-dedans, puisque bon, moi j'ai commencé à devenir programmateur intense, c'est-à-dire de programmer un concert par jour. J'avais déjà dépassé les 40 ans, quoi. En fait. Quand j'ai réellement commencé ce métier, j'ai commencé à acheter des disques en 1966 et j'ai commencé à faire beaucoup de concerts à partir de fin 88. Donc ça a mis quand même 22 ans parce que j'avais peur de ça, en fait. Et il s'est avéré que que j'avais tort d'avoir peur, puisque j'aime toujours autant ça. À un âge où beaucoup de gens sont à la retraite et sont grands-pères et pensent à aller à la pêche ou à des conneries comme ça. Je m'appelle Geoffo, je suis artiste peintre. Et je suis installé à Bordeaux depuis 1981, ce qui fait que si je creuse dans ma mémoire, j'ai pas mal de souvenirs du Grand Parc, puisqu'à cette époque-là, j'étais un fondu de rock'n'roll et j'allais assister à plein de concerts ici. Avant même de m'installer à Bordeaux, en fait, j'étais lycéen pensionnaire à Bayonne et à Dax. Et je me souviens que les premiers concerts qu'on a fait ici, c'était avec mon grand frère et des copains basco-hollandais. On venait à Bordeaux pour voir des concerts ici, quoi. Je me souviens des Stranglers, par exemple. Je pense que c'est la première fois que je suis venu ici, c'était les Stranglers. Ça devait être en 79, un truc comme ça. Pour venir dans la salle des fêtes du Grand Parc, c'était une vraie expédition. D'abord parce qu'on ne connaissait pas Bordeaux. Et puis même quand on était jeune étudiant à Bordeaux, on ne connaissait pas le quartier du Grand Parc, parce que ce n'était pas notre zone, quoi.
Et chaque fois qu'on venait ici, on se perdait, mais grave quoi, on se perdait, c'était noir, il y avait des tours, des bars, et on se disait mais qu'est-ce que c'est? Et je me souviens que pire encore, quand on sortait des concerts, là c'était la folie, on mettait bien 20 minutes, une demi-heure pour se rendre compte où on était dans Bordeaux, quoi. C'était étonnant, ouais. Parce qu'à l'époque, tu n'avais rien à faire dans ce quartier-là, quoi, si ce n'est aller voir tous les concerts de rock, puisque ça se passait ici. Donc je me souviens de Taxi Girl, par exemple, des Ruts, Icon the Bunnymen, les Ramones, enfin toute cette vague de groupes anglais, américains qui déferlaient depuis l'explosion punk, quoi, puisque c'était la musique qui me concernait. D'abord, il faut dire que tu sais, quand on allait au concert, on était jeunes, donc on ne se loupait pas pour venir à des concerts. Donc les souvenirs, tu n'en as pas forcément beaucoup finalement, hein. Alors moi j'ai la chance d'avoir quelques photos, puisque j'ai un de mes frères qui était photographe et il prenait quelques clichés des concerts à l'époque. Donc ça ravive la mémoire. Et puis après il y a les billets de concerts qu'on gardait précieusement, parce qu'à l'époque c'était des trucs imprimés avec un joli visuel. Tout le côté graphique m'a toujours intéressé, donc j'ai toujours gardé mes billets de concert. Et ça remémore aussi ça fait travailler ta mémoire. Tu te dis, ah merde, j'ai vu les Dogs 3 fois ici, ben voilà. J'aimais tout ce qui était graphique, donc je dis, donc les affiches aussi, je m'amusais à récupérer des affiches de l'époque, tu vois. Après, des souvenirs de concerts, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir? Les Stranglers, pour moi à l'époque, c'était un groupe vachement important et qui était bien flippant parce qu'ils traînaient, quoi. Tu avais un public qui était assez punk, assez noir, quoi. Et les Stranglers, c'était très violent sur scène, quoi. Ils dégageaient vraiment quelque chose de sombre, d'inquiétant, de violence, ouais. Je me souviens du bassiste qui faisait des prises de karatéka en jouant de sa basse. Si, je me souviens que j'allais très souvent là, moi. Ma zone, elle était là, quoi, tu vois, devant la fosse. J'étais grand, je recevais pas mal de projectiles aussi, tu vois, derrière, là. Parce qu'à l'époque, ça y allait, hein. T'avais les canettes, t'avais les clopes, t'avais tout ce que... Moi, j'étais très souvent devant parce que j'avais ce côté un peu fan, quoi, tu vois, des groupes que j'allais voir. Donc, il n'était pas question pour moi de me mettre là. Et donc, quand t'es grand, tu reçois des projectiles ou tu te reçois des... Hop, allez. Enfin, bref. Après, il y a eu des soirées très festives ici, comme les Fleshtones, par exemple. Ça, c'était un petit peu plus tard. T'avais une espèce de vague de garage rock américain, anglais qui déferlait en France aussi, comme les Barracudas, les Fleshtones, et ces groupes-là venaient jouer ici. Et ça a pas mal influencé la scène bordelaise d'ailleurs. Je me souviens de groupes comme Gamine, par exemple, qui étaient assez proches de ces groupes-là. Et c'était très festif, quoi. Je me souviens des Fleshtones qui finissaient leur concert en dehors de la salle, sur le parvis du Grand Parc. Quoi d'autre? Iggy Pop, bien sûr, qui était un monument déjà à l'époque, quand même, hein. Je me souviens d'un groupe qui s'appelait les Lounge Lizards. C'était le groupe des frères Lurie, John Lurie, c'était un groupe de jazz, mais un espèce de jazz free apparenté un peu à la new wave et tout. Et c'était des mecs très classieux, c'était des grands bonhommes, tous en costard-cravate, ils étaient très très classieux et ce concert-là était incroyable, c'était très beau aussi. Je me souviens aussi qu'à chaque concert de groupe anglais ou américain, tu avais un groupe très souvent bordelais qui se produisait avant. Et ça, c'était top, puisque ça nous permettait de voir les rockers d'ici sur une vraie scène, avec un bon son, comme les Standards, les Strychnine, que j'adorais. Gamine aussi. Mais nous. Et d'ailleurs, on n'a aucune trace de ce concert. On n'a pas de photos, pas de films, rien du tout. Et on a simplement un petit mot, j'ai un petit mot écrit par André Lombardo, qui était un des organisateurs du concert, qui m'avait laissé ce petit mot pour me demander si on voulait jouer pour ouvrir avec Julian Cope. Il m'avait laissé ce petit mot dans un book qui était à une de mes expos à l'époque, quoi, tu vois. Donc franchement, c'est assez marrant, j'ai retrouvé ce papier il y a peu de temps. Et puis Francis Vidal m'avait téléphoné, j'étais à Paris, moi. Il m'appelle, il me dit « Ouais, les cons, ça vous dit d'ouvrir pour Julian Cope ?» Et nous, on était tout excités parce qu'on n'avait jamais joué ici. Si tu veux, nous, les cons, on était un peu considérés comme des escrocs, quoi, hein. On avait fait peu de concerts, on était les mods de la scène bordelaise avec les Skirts. Et on avait un guitariste qui pétait sa guitare sur la scène. Enfin, c'était assez drôle, quoi. C'était bien, c'était super, quoi. J'en garde de souvenirs vraiment bien, quoi.
Mais on était beaucoup moins talentueux que les, tu vois, que les groupes qui tournaient vraiment bien. Tu vois, Standard, Strychnine, Gamine. On était moins en point, quoi. On était assez escrocs, quoi. Mais l'esprit punk, quoi, tu vois, franchement, c'était... on y va, on n'avait peur de rien, quoi. On a joué à Paris avec la souris déglinguée, enfin, tu vois, des trucs comme ça, c'était incroyable, quoi. Malgré le fait qu'on n'était pas terrible, on faisait que des morceaux à nous. Très peu de reprises, ou quand on faisait des reprises, c'était des chansons de groupes qu'on aimait à l'époque, comme les ou les Jam, des trucs comme ça, tu vois, et je mettais ça à la sauce française, parce qu'on chantait qu'en français. Mais on avait un petit public qui nous suivait, c'était sympa, quoi. Et puis ouvrir pour des groupes que tu adorais à l'époque, c'était génial, tu vois. Mais ce qui me fait drôle, c'est que, tu vois, pour moi, le Grand Parc, c'était une terre inconnue à l'époque. Et depuis plus de 25 ans, je vis à 200 mètres d'ici, quoi, tu vois. J'ai mon atelier d'artiste, j'ai ma maison qui est pas loin, enfin, tu vois. Donc c'est un quartier que je me suis évidemment approprié depuis cette époque-là, quoi. Et que je voyais sombrer avec les années, fermer, je trouve ça triste. D'abord parce que j'ai cette chose en moi qui fait que l'architecture, pour moi, c'est important, quoi, tu vois, parce que je suis architecte à la base. Et j'ai toujours trouvé ce bâtiment hyper intéressant. J'ai toujours aimé cette façade. Donc de la voir renaître, franchement, je trouve ça très émouvant. Là, quand je suis arrivé tout à l'heure, j'étais ému parce que j'avais jamais refoutu les pieds dans cette salle depuis, je sais pas, je voudrais pas dire de conneries, mais depuis au moins 25, 26 ans, 28 ans, quoi. Tu vois? 30 ans. 30 ans, ouais. 30 ans, oui. Et ouais, ça va faire 30 ans que j'ai pas foutu les pieds là, ouais. Ben écoute, c'est simple. On a joué là il y a 30 ans, hein, parce que c'était en 88. Il y a 30 ans. Ouais. Serge Cantozel, concierge à la salle des fêtes du Grand Parc de 68 à 88. Et depuis, après, je suis rentré au Conservatoire national de région pour faire électricien à la salle de spectacle Jacques Thibault. Et depuis 2001, à la retraite. C'est-à-dire ce rapport à cette salle, je l'ai vu naître ni plus ni moins, on va dire. Étant donné qu'on l'a prise, elle venait d'ouvrir, elle avait ouvert au mois d'août, elle avait dû ouvrir au mois de juin, mai-juin 68. Et moi je suis rentré en août ici. Donc elle avait eu un spectacle. Enfin, pas un spectacle, elle avait eu une fête des écoles, c'était, je crois, il y avait eu avant. Voilà. Et moi, je suis rentré au mois d'août ici. Et c'est-à-dire, j'ai tout fait, tout ce qu'il y avait à faire dans la salle, c'est-à-dire le ménage, la réception de tout le monde, le cinéma, l'électricité, tout ce qu'il y avait à faire dans la salle pour qu'elle fonctionne. J'étais tout seul, enfin, on était avec ma femme, tous les deux, mais enfin, c'était moi en somme qui m'occupais de tout. Il devait y avoir du personnel pour nettoyage et tout, on n'en a jamais eu. Donc, ça, c'était... et puis, c'est tout, là. Donc, on s'est débrouillé par nous-mêmes à la faire fonctionner. Au fur et à mesure, on se met dans le bain. Au fur et à mesure, on se met dans le bain et on fait ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que moi, je connaissais personne de ce milieu-là. Moi, je n'étais pas du tout de ça, moi. Moi, au départ, j'étais au garage municipal à la Tulle, comme on l'appelait, là, au boulevard Alfred Danet. J'étais électricien auto. Et puis, après, le théâtre est une chose qui m'a toujours été dans la famille. Mon grand-père était choriste déjà au Grand Théâtre. Mon père y a été, ma mère y était aussi dans des chants, tout ça. Mon oncle travaillait au Grand Théâtre comme chef machiniste. Et ça a été... Et le théâtre, le Grand Théâtre, moi, de l'âge de 6-7 ans, mon grand-père étant dans le Grand Théâtre, je le courais à droite à gauche,
je le connaissais par cœur. Donc c'est peut-être vous voyez, une dépendance du théâtre qui m'est revenue, et puis par affiliation et tout ça. Donc je suis rentré là-dedans pour faire du théâtre. Puis on a fait du théâtre, et puis tout ce qui était arrivé, on a fait, et c'est tout. D'ailleurs, je les aidais à faire les branchements électriques des fois, quand il y en avait à faire. Autrement, ils avaient des électriciens, ou on faisait venir des groupes électrogènes qu'on mettait sur le côté, et tout. Mais c'était vraiment... parce qu'il y a eu des gros groupes quand même. Les plus structurés quand même en point de vue groupe, c'était les Américains. Parce que c'est carré, c'est pas autrement. Là, c'était vraiment eux les plus structurés, au point de vue organisation. Parce qu'après les autres, bon, ça se défie à droite, à gauche, mais ça marchait quand même. Tous les groupes, les gros groupes à rock et tout ça qui sont passés ici pour nous en mettre plein la tête, ça, c'était bien au point de vue son, mais bon, autrement, non, tous les petits groupes que l'on a eus, puis on a vu bon, le départ, c'est vrai, de Noir Désir, c'est les premiers concerts qu'ils ont fait ici, on a vu le groupe partir, puis on a vu ce qu'il était devenu. C'était quand même pas mal. Et il y en a eu d'autres. Non, il y a eu des périodes très intéressantes. Faire du cinéma, c'est vrai que le cinéma, quand on l'a lancé, ça a été une très bonne période. Le mercredi, on faisait le cinéma pour les gosses aussi. C'était Habitant aussi qui le faisait, c'était sa compagne qui faisait ça avant. Je ne sais plus comment elle s'appelait, Dominique, ou je ne sais plus comment elle s'appelait. C'était elle qui s'occupait de ça. Le mercredi après-midi, on faisait des séances pour les gosses. C'était très différent. Et puis tous les galas de danse que l'on a fait, toutes les écoles de danse de Bordeaux qui venaient là, ni plus ni moins, de Bordeaux et d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas que Bordeaux qui venait. Les arbres de Noël, ça on en avait, oui, tous les samedis, tous les dimanches, à une période là. Alors voilà, ça a été une très bonne expérience pour moi dans le fond. C'était tous ceux qui venaient, c'était ni plus ni moins une famille, on se connaissait tous. Le public, on en connaissait beaucoup. Des gens qui venaient toujours au concert, on les connaissait. Donc c'était une grande famille, ça n'est plus ni moins. Et c'était une période. Au départ, ça a été quand même assez bizarre de voir arriver certaines. C'est vrai que quand on avait du punk, des trucs comme ça, il fallait voir débarquer les gars. Mais bon, on s'y fait à la fin, vous savez. Et puis il ne faut pas dire, mais comme je dis ici dans cette salle, ça a été un moment où toute la partie rock est arrivée sur Bordeaux, c'est vrai. Et on n'a jamais eu. Il y a toujours eu une très très bonne ambiance. Il n'y a jamais eu de problème. Donc, c'est ça, on n'a pas eu aucun problème. On n'a jamais fait venir la police pour faire quelque chose. La seule fois où elle est venue, ça a été une alerte à la bombe pour un concert qu'on a eu. Je ne me rappelle plus le groupe que c'était. Il y a eu une alerte à la bombe. Et donc, il a fallu intervenir en disant on évacue la salle, parce que la police arrivait et puis il ne faisait que nous appeler. Donc il a fallu faire vider la salle. Pour rien, on leur a dit on évacue, mais pour rien. Et puis, une heure après, tout le monde rentrait, le groupe repartait. Et le gars, je ne me rappelle plus le nom du groupe, je suis incapable, je ne sais pas si Denis le sait, peut-être se rappelle ou pas, je ne sais pas. Et le gars, ça levait tellement plus cette histoire qu'il demandait dans les salles où il allait à ce qu'on fasse des alertes à la bombe pour pouvoir se reposer une demi-heure ou un truc comme ça. Et il l'a fait à Toulouse, après il partait, il l'avait fait à Toulouse, et puis je ne sais plus s'il continuait comme ça. Mais ça, je ne vous dirai pas le nom du groupe, je ne m'en rappelle pas. Non, et puis surtout quand vous avez, comme il disait, les semaines qui faisaient de rock, le rockautomne, tout ça, là, les semaines qu'on faisait, on commençait le matin à 8h jusqu'à 3h du matin, et on remettait ça le lendemain à 8h. Pendant 8 jours vous faites ça, vous êtes bien. Hein. Eh bien oui, mais c'était une vie, et puis j'aimais ça.
J'aimais ça, surtout on rigolait plutôt tous ensemble et ça a été 20 ans de loisirs, ni plus ni moins, malgré le boulot qu'il y avait à faire, hein, parce que ça fait plaisir de voir qu'ils ont quand même fait, surtout qu'on demandait déjà des installations que d'avoir les projecteurs comme ils étaient encastrés dans la salle, qu'on ne pouvait pas y aller, il fallait passer par le plafond. C'était un vrai cinéma pour aller remplacer une malheureuse lampe. Que là, maintenant, avec des grilles. On avait demandé à avoir un machin comme ça, ils n'ont jamais voulu l'installer. Mais autrement, c'est vrai que. Mais non, ça fait plaisir. Mais là, je ne sais pas ce qu'ils vont y faire vraiment après, ce qu'il va y avoir comme spectacle. Après la danse, ça va être ça. Je sais ça, mais autrement. Mais j'espère que ça sera toujours une belle vie à revivre. On verra. Je reviendrai de temps en temps voir. Pour voir un peu comment ça évolue. Oui, Patrick Duval, je suis directeur de musique de nuit et directeur artistique au Rocher de Palmer, à Senon. Là, moi, j'ai commencé à organiser des concerts au début des années 80 avec une association qui s'appelait À Travers Champs. Et ensuite, Musique de nuit est née en 84-85. Et donc, dès le début des années 80, j'ai été amené à organiser certains concerts ici. Voilà. Nous, on organisait pas mal de concerts de jazz et musique du monde. Donc ici, on a organisé Sun Ra, Carla Bley, un pianiste sud-africain qui s'appelait Dollar Brand, qui maintenant a changé son nom, s'appelle Abdullah Ibrahim. Un peu de reggae aussi, Uroy, Toots and the Metals, premier concert de Toots and the Metals ici. Un concert aussi de Manu Dibango avec Don Cherry. Alors j'oublie un certain nombre de concerts là dans cette liste, qui est loin d'être exhaustive, mais c'était une salle où on venait assez souvent, pour des tas de raisons. D'abord parce qu'elle n'était pas chère, la location coûtait très peu cher. Et c'était une salle aussi où il y avait eu un certain nombre de concerts qui avaient donné un peu une image à cette salle. Il y avait tout le travail qu'avait fait Tavitian avec le ciné-club C'est donc ton frère et le Béret Cosmique. Donc les concerts de Gong, Magma, toute la scène anglaise, etc. De rock psyché, jazz un peu barré, etc. Donc du coup, pour nous, c'était voilà, ça correspondait bien un peu à ce qu'on faisait aussi, quoi. Voilà. C'était une salle des fêtes, donc là, il fallait tout amener. C'est-à-dire qu'il y avait un fourgon de matériel qui arrivait, on louait. C'était souvent des gens de Bordeaux, sauf quand les groupes en tournée arrivaient avec leur matériel. Mais ça, c'était pour les grosses productions. Mais nous, dans le jazz, par exemple, les groupes arrivaient les mains dans les poches. Donc il fallait louer le son et les éclairages sur Bordeaux. Donc il y avait un gros fourgon qui arrivait, et après, on se montait tout le matériel, et ça on le faisait nous-mêmes parce qu'on n'avait pas de fric, donc on le faisait. Serge Cantozel nous aidait, donc, qui était le gardien de la salle, il nous filait un coup de main, tout le monde s'y mettait. Il fallait traverser toute la salle en poussant les caisses de matériel et monter par le petit escalier qui est sur le côté de scène, et tout soulever comme ça. Voilà, comment se chibrer les reins, c'était pas mal quoi aussi, ça faisait partie, comme enlever les sièges, il fallait tout dévisser, c'était un travail titanesque. Les sièges, ça pesait, c'était incroyable, et il fallait tout enlever, et après bien sûr tout remettre, c'était chaque fois 3-4 heures de boulot, quoi. Voilà. Mais on était motivés. Par exemple, Toots and the Metals, on avait démonté les sièges, donc, et je crois que maintenant je peux le dire, il y a prescription, mais dans une salle qui faisait 1200 places, on était monté à 1600. Voilà, c'était un dimanche après-midi, première tournée de Toots. Voilà, et des gens qui arrivent de partout. Et les modes aussi de fonctionnement étaient bien différents d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait entre 30 et 40% de prévente sur les concerts, et tout le reste se faisait sur le guichet. Donc c'était des gens qui arrivaient au dernier moment. Donc généralement, par exemple, on multipliait par 2. Aujourd'hui, c'est fini ça, on multiplie par rien du tout. Quand on fait 5 guichets à un concert, on est content, quoi. Donc, parce que tout le monde réserve sa place. Dans les années 80, c'était vraiment des fonctionnements différents. Il n'y avait pas Internet, donc les gens venaient se décider souvent au dernier moment, n'allaient pas forcément dans les points de vente. Donc voilà, il y a eu comme ça quelques concerts. Moi, dans les souvenirs, dans les bons souvenirs, il y a Sun Ra ici. Sun Ra,
Ça a été un des rares concerts de Sun Ra à Bordeaux. Ça a fini en parade dans la salle, une parade de New Orleans de Sun Ra qui était quand même le symbole du free jazz, quoi, et qui termine en parade de Nouvelle-Orléans dans la salle. Il y avait quoi? Il y avait 250 personnes. C'était loin d'être plein. On s'est planté aussi. Enfin, on a fait aussi des petits scores ici. Abdoulaye Ibrahim, enfin Dollar Brandt, il y avait 200 personnes. Karl Ablé, il devait y avoir 300 personnes. On a fait aussi le premier concert de Touré Kunda ici. Donc Touré Kunda, qui est quand même le groupe africain, groupe sénégalais emblématique de cette fusion reggae, musique africaine, etc. Premier concert, c'était à la salle des fêtes du Grand Parc. Il y avait 250-300 personnes. Il y en a plein de bons souvenirs. Il y a aussi des mauvais souvenirs. Uroy, par exemple. Uroy, avec donc son manager, tourneur, qui était un personnage inénarrable qui s'appelait Simon, qui m'appelle, il est 9h du soir, et il me dit: est-ce qu'il y a du monde? Je dis il y avait un peu de monde, il y avait 400-500 personnes. Et il me dit: bon, ok, alors on va venir. Je dis: mais vous êtes où? Il me dit: là on est à Orly, on va prendre l'avion, on arrive. 9h du soir. Le concert était annoncé à 21h. J'ai dit: mais c'est pas possible. Il me dit: si. Et puis après, ils avaient perdu les bagages, etc. Bref, le concert a dû démarrer à minuit et demi, 1h du mat'. Mais les gens, du coup, étaient dans la salle, assis par terre, fumaient, bien sûr. Et c'était autorisé à l'époque. Hein. Aujourd'hui, c'est plus autorisé, mais les gens continuent à le faire. Sur certains concerts, je suis bien placé pour le savoir, ça continue à fumer dans les salles. Donc, les gens avaient attendu patiemment que Roy arrive, quoi. Voilà, ça c'est... Aujourd'hui, ça paraîtrait incroyable, quoi, ce genre de situation. Mais c'était encore des époques où c'était possible. J'ai un souvenir aussi de... Alors là, c'est pas moi qui organisais le concert. C'était peut-être Bernard Tavitian, mais Gong, ici. Et David Allen, le leader de Gong, qui dit... moi, j'avais 16 ans, je pense. Qui dit hey, les gars, on ne sait pas où dormir ce soir. Est-ce que vous pouvez nous héberger? S'il y en a qui peuvent nous héberger. Et j'étais avec un copain à moi qui dit ah ben ouais, chez moi, ouais. Et il a ramené Gong chez sa mère, qui avait une grosse maison à Codéran, et ils sont restés 3 jours chez elle, quoi. Voilà. C'était des situations comme ça. Il y a eu pas mal de bons souvenirs, ouais, dans cette salle. Et donc, oui, c'est une salle qui a connu une activité assez dense pendant pas mal d'années. Avec ce côté toujours polyvalent, puisqu'il n'y avait pas que des concerts, il y avait aussi des associations qui venaient y faire des choses, des réunions, des tas d'activités, quoi. Dans les concerts qui m'ont marqué ici, si j'ai oublié un énorme moment pour moi, c'est Odeur. Odeur, c'est un groupe qui avait été créé par les mecs de Bonheur des Dames, et notamment Ramon Pipin. Et il avait monté, il était parti dans un délire de créer une espèce de groupe avec les musiciens de Renault, les musiciens de Magma. Enfin, c'était voilà, un peu avec tous les super musiciens français, quoi. Et un truc de déconnade, quoi. Et donc, moi, je vois ça à la télé, à l'émission d'Antoine Decaune. Il faisait une émission de rock et je vois ça et je me dis, mais c'est génial et tout, il faut le faire venir à Bordeaux. Ils étaient genre 30 sur scène, quoi. Ah oui. Et donc, moi, je ne savais pas comment faire. À l'époque, le seul... moi, j'étais très copain avec les gens de Magma et donc j'appelle Stella Vander et je lui dis, écoute, parce qu'elle chantait dans Odeur, elle était choriste, et je lui dis, est-ce que tu crois qu'on pourrait faire venir ça? Elle me dit, il faut que tu viennes à Paris, tu vas rencontrer Ramon Pipin et tu vas discuter avec lui. Et donc je vais dans son studio d'enregistrement, on discute et il me dit, bah ouais, ok, on va venir. Je dis, ouais, mais nous, on n'a pas un centime, quoi. Il me dit, bah écoute, on va se démerder, quoi. Nous, on a un bus. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient et puis on passe aux entrées, quoi. C'est-à-dire, une fois que tu as payé tes frais, tu nous files le reste de la recette. Et ça s'est fait comme ça. Et il y a eu 800 ou 900 personnes à ce concert de Odeur. Et donc, qui était absolument génial. Et il y avait justement cette fameuse fosse devant la scène. Et il y avait un morceau où Chiti Telawin de Bonheur des Dames était déguisé en pape, je crois, et devait aller en vélo dans la salle. Il nous avait demandé de faire une passerelle. Et nous, on n'était pas vraiment bricolos, et la passerelle, en fait, c'était un madrier, large comme ça. Et quand il a vu le madrier, il a dit, attendez les gars, là, moi je suis en vélo, il faut que je passe là-dessus pour aller dans la salle. Et il était comme ça. Il a quand même fait, quoi, et bon, ça s'est bien passé. Après, c'était aussi l'ambiance particulière de cette salle, avec ce hall d'accueil. Ce hall d'accueil assez grand. Moi, j'ai une photo, par exemple, alors qui, à titre personnel, a beaucoup de valeur pour moi. C'est une photo d'un concert qu'on a fait ici avec un guitariste de blues qui s'appelait Albert Collins, qui était un guitariste absolument incroyable et qui avait une particularité, c'est qu'il avait un câble de 300 mètres à sa guitare
Et donc il descendait dans la salle, il allait jouer au milieu du public. Et il y a une photo où il est parti de scène, il a traversé la salle et il est dans le hall. Et il y a 30, 40 personnes qui sont autour de lui en train de danser. Voilà, et c'est une photo assez étonnante, quoi. Voilà. Donc il y avait aussi ce genre de choses, quoi. Ça, c'était aussi la salle des fêtes du Grand Parc, ce genre de souvenirs. Le public, alors dans ces années-là, années 80, c'est très particulier aussi. Les concerts se passent rarement bien. C'est-à-dire que ça bastonne un peu à chaque fois. Aujourd'hui, ça paraît, là aussi, on a l'impression de parler du Moyen-Âge. Dans les années 80, à chaque concert, il y a des gens qui arrivent, qui ne veulent pas payer, qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas payer, et qui sont devant la salle et qui attendent. Et qui, bien sûr, soit ils ne sont pas nombreux et ça peut se gérer, soit ils sont nombreux, ils vont essayer de rentrer en force. Et donc, très souvent, bien sûr, il y a des tentatives de passage en force, quoi. Voilà. Donc, du coup, on a un service de sécurité. Donc, bien sûr, pour nous, c'est un manque à gagner. Enfin, je veux dire, on est dans les années 80, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas tout ça. Je veux dire, on ne rentre pas au ministère de la Culture, on ne reçoit même pas, quoi. On est des gueux, donc personne a de financement public, là. Ça n'existe pas. Donc, la seule économie, c'est les entrées et le bar. Mais les entrées surtout. Donc on ne peut pas rigoler avec ça. Donc quand on a 30, 40, 50 personnes qui sont devant la salle et qui à un moment, on le sait, parce qu'on les voit attendre, on sait qu'à un moment ça va se terminer, ils vont vouloir rentrer sans payer, etc. Donc bien sûr, alors nous généralement, vers la fin, on ouvrait les portes, vers la fin des concerts, genre une demi-heure avant la fin, on laissait rentrer les gens, quoi, voilà. Mais autrement, oui, des fois ça bastonne, quoi. J'ai pas des souvenirs quand même de gros bastons ici. J'en ai à l'Alhambra, oui, très très violent sur un concert de Renaud, qui d'ailleurs dans une de ses chansons dit à l'Alhambra de Bordeaux et d'un baston pas l'ombre, ce qui est totalement faux, parce qu'il y avait eu un baston énorme. Mais ici, j'ai pas des gros souvenirs, quoi. C'était ça arrivait à peu près à se gérer, quoi. C'était différent aussi. L'Alhambra, c'était quand même plutôt assimilé, gros concerts commerciaux, etc. Ici, tout ce qui était jazz et tout ça, les gens comprenaient, les gens qui venaient voir les concerts qu'on organisait, savaient très bien que quand on faisait Sunra avec 250 entrées payantes, voilà, on s'en sortait pas. Donc c'était facile de leur expliquer et facile de leur faire comprendre qu'on avait besoin de leurs 15 francs ou je sais pas combien pour essayer de limiter les dégâts, quoi. Parce qu'on avait tout à payer. On avait le son, les éclairages, le groupe, etc. Donc c'était important pour la rentabilité économique, ou même, sans parler de rentabilité, l'amortissement du concert. Et on a fait aussi le dernier concert de la fermeture, c'est-à-dire Raled, puisque donc elle est déclarée hors norme, etc., quoi. Les mauvaises langues disent aussi, ou les bonnes disent qu'il y avait aussi des gens proches de la ville qui habitaient à côté, qui se plaignaient du bruit et des nuisances sonores, quoi, voilà. Et que ça aurait accéléré peut-être la fermeture de la salle. Ça faisait bizarre ce dernier concert, parce que déjà parce qu'on savait que ça fermait, parce qu'il n'y avait plus l'ambiance qu'il y avait avant, il n'y avait plus de concerts pendant un petit moment. Elle était moins utilisée, quoi, parce qu'il y avait Barbet entre-temps. Il y avait, ça se jouait ailleurs. Je crois que le Krakatoa devait commencer juste, mais devait commencer à exister aussi. Donc il y avait des choses qui se jouaient ailleurs, quoi. Ce qui fait que c'était beaucoup moins utilisé. Et donc, voilà, c'était un concert un peu étrange, quoi. Ça faisait un peu, fin de siècle, un peu. On avait, pendant plus de 10 ans, on avait fait, 13 ans, on avait fait beaucoup de concerts, enfin, assez régulièrement des concerts ici, et avec, des groupes qu'on adorait. Ah oui, je peux me présenter très simplement. Alors, je m'appelle Denis Barthes, je suis musicien, je suis originaire de Bordeaux, plus exactement de Talence. Voilà, j'ai joué entre autres pendant une bonne vingtaine d'années avec Noir Désir. Voilà, et puis depuis, je suis toujours sur les routes, dans les studios, et voilà. Et c'est une vie qui me plaît plutôt. Ici, c'était quand même un petit peu le temple des concerts de rock. Et quand on a commencé à travailler avec Noirdaise, on était un tout petit groupe, hein. Voilà, et on venait voir des concerts ici en tant que public, donc on a vu des choses mémorables dont on a dû entendre parler, Iggy Pop, les Stranglers, enfin voilà, il y a eu toute une volée de groupes, il y a eu Motorhead, il y a eu plein de choses.
voilà, qui ont fait vibrer cette salle des fêtes. Et au fur et à mesure, avec Noir Désir, on a commencé à faire quelques concerts dans des bars. Et puis un jour, il y a une manifestation qui s'est créée à la salle des fêtes du Grand Parc par une association qui s'appelait Rockautomne. Et ça s'appelait 82 Boulevard du Rock. Et en fait, à l'époque, Bernard Tavitian, que vous avez dû croiser, organisait des tremplins à la MJC qui est juste à côté. Ces tremplins étaient dans le cadre de son émission Éclectrique. Et à la fin de chaque tremplin, il y avait un vainqueur du tremplin et les vainqueurs allaient tous se retrouver sur la scène de la salle des fêtes du Grand Parc pour la finale du tremplin Rockautomne Éclectrique. Et on faisait partie des finalistes. Et le groupe qui gagnait la sélection était invité dans l'émission de Bernard Tavitian le dimanche matin. C'était assez lunaire, hein, parce que voilà, on se retrouvait tous autour de la table. Alors les perdants pouvaient venir aussi, hein, parce que voilà, c'était pas non plus fermé, mais le gagnant était invité. Et à la fin de l'émission, Bernard Tavitian offrait le champagne à tout le monde, ce qui se passe maintenant très rarement en radio, il faut le reconnaître. Et du coup, au fur et à mesure des sélections, il y arrivait un moment où, je ne veux pas te dire de bêtises, je crois qu'on était 4 ou 5 finalistes. Je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà. Et ce soir-là, on a tous donné ce qu'on avait à donner. On a tous fait voilà, ce qu'on pouvait faire le mieux. Et en fait, au moment des résultats, donc tout le monde était un peu fébrile, tu vois, puis tu as les supporters de chaque groupe dans la salle, ouais, moi je suis pour machin, moi je suis pour truc, et puis ouais, c'est machin qui va gagner, non, c'est truc, voilà. Et en fait, on s'est retrouvé avec Caméra Silence. Alors c'était des potes, donc c'était pas vraiment un souci, mais la première annonce a été faussée. Il a été annoncé que Caméra Silence avait gagné. On dit bon, mais pas de souci. Et en fait, il y avait une embrouille. Il y avait quelqu'un qui avait un peu détourné les résultats. Et en fait, le jury est monté sur la scène. Non, c'est pas Caméra Silence, c'est Noir Désir. Et du coup, c'est allé plus loin que ça, parce que en fait, après avoir gagné ce tremplin, le prix était 2 jours en studio au manoir à Léon, au manoir de la Gans, voilà, qui était un grand studio d'enregistrement. Et c'était 2 jours pour enregistrer un 45 tours, puisqu'à l'époque, messieurs, c'était les 45 tours. C'était des trucs, c'était du vinyle. Donc, on avait gagné 2 jours de studio. Et le fait est qu'avec Noirdaise, à ce moment-là, on s'est séparés. Et que du coup, on ne pouvait pas honorer ces 2 jours de studio. Et qui c'est qui en a bénéficié? Caméra Silence. Donc c'était notre premier contact avec les planches de la scène. Et après, l'histoire de Noirdaise a continué, mais n'empêche qu'on n'était pas à même de vivre de ce qu'on faisait. Donc forcément, on faisait des petits boulots. Et tous les petits boulots étaient bons à prendre. Ça fait rire tout le monde maintenant quand je dis que pendant 9 ans avec Noir Désir, on a fait des petits boulots. Mais moi, il faut savoir qu'un de mes petits boulots les plus célèbres, on va dire, ça a été gardien de nuit à la morgue. Donc pendant quelques mois, j'étais gardien de nuit à la morgue simplement pour payer mon loyer et pour remplir le frigo. Jusqu'au moment où on a eu l'opportunité par... voilà, de connaissance, de rentrer comme roadies sur les concerts. Et après avoir été public, après avoir joué une première fois sur la scène de la salle des fêtes, on est devenu roadies, quasiment tous les Noirdaises. Et voilà, donc on s'est mis à travailler ici et à voir l'envers du décor. Alors on travaillait aussi dans d'autres salles à Bordeaux et on a pu voir les concerts côté scène, côté loge, côté montage. Alors ici, il faut savoir qu'il y avait une purge. Hein. C'était qu'en bas, la fosse était équipée avec des sièges. Et quand les concerts étaient des concerts de rock, bien sûr, il fallait enlever les sièges. Alors il y avait une petite pièce qui était sur le côté de la salle, et les sièges se démontaient, c'était des rangées. Alors je ne sais plus si c'était 8 ou 10 sièges.
qui se posaient au sol, qui se boulonnaient au sol, et entre les sièges, il y avait des barres en ferraille pour les maintenir. Et autant te dire que ces sièges, ils pesaient un âne mort, que les boulons, ils étaient tous niqués, qu'il y avait des trucs qui rentraient plus, que machin. Et chaque fois qu'il y avait un concert, il fallait démonter les sièges le matin et les remonter le soir. Et ça, c'était la purge. À l'époque, l'architecte de l'époque avait prévu une porte derrière la scène, ce qui a... Depuis dehors, elle était à 3 mètres de haut. Donc, tu vois, tu ne pouvais rien en faire. Il n'y avait aucun accès. Je pense que l'élévateur avait été supprimé ou tout simplement pas construit à l'époque. Donc, il fallait rentrer le matériel pour une partie par les portes arrière et pour la majeure partie par les portes avant. Donc, c'était des portes vitrées. Les camions se mettaient face à la salle, mais de cul. Et il y avait des rampes. On rentrait d'abord la majeure partie du matériel dans la salle ou dans le hall quand il y avait les sièges. Et après, il fallait mettre une rampe sur la fosse pour passer le matériel. Il y avait une première rampe qui était souvent posée sur un fly case et une deuxième rampe qui partait de la rambarde de la fosse jusqu'à la scène. Donc c'était un peu quand même scabreux. Je pense que pareil, aujourd'hui on nous dirait pour des raisons de sécurité que c'est pas possible, mais jamais personne est tombé et jamais aucun matériel n'est tombé. Mais c'était un peu la purge de d'abord se faire les escaliers, la deuxième série d'escaliers, puis la salle, puis la rampe, tout monter sur scène. Et tu es vachement motivé quand c'est le matin et que tout va bien. Et le soir, quand le concert est terminé et que tu as ta journée dans les jambes, là, et que tu te dis, oh là là, va tout falloir redescendre, va falloir mettre la rampe sur la scène, Alors là, forcément, comme je te disais, il y avait des gens qui restaient dans la salle. Donc là, tu passais avec le matériel au milieu des gens. Enfin, c'était pas des centaines de personnes, mais il y avait toujours quelques groupes qui étaient là et dans le hall. Donc tu passais avec les fly et tout ça. Et c'était un peu la purge. C'était pas facile. Mais bon, voilà, on n'a rien sans rien. Il faut savoir que pendant la manifestation de Rockautomne, donc en 82, il faut savoir que la salle des fêtes n'a pas fermé pendant une semaine. C'est-à-dire que le premier matin, le groupe est arrivé, la sono, machin, ça s'est monté. Le soir, concert, les gens sont restés jusqu'à 2h30, 3h30 du matin. Chose qui pourrait plus se passer dans une salle de concert aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, moi, s'il y a bien un truc qui m'énerve et qui se passe dans toutes les salles de concert, c'est que 2 heures après la fin du concert, tu as des mecs qui te poussent dehors en disant « Bon allez, il faut y aller, il faut partir maintenant. Vous avez payé, vous avez lu le concert, maintenant vous partez. » Donc ça ne se passait pas du tout comme ça. Il y avait des gens qui restaient dans le hall à boire des coups. Et là, particulièrement pendant Rockautomne, les gens restaient discuter avec les musiciens, les artistes qui venaient dans le hall, qui buvaient des coups avec tout le monde. Et ça se prolongeait, voilà, tard dans la nuit. Et le lendemain matin, les groupes d'après pour le lendemain arrivaient, décharger leur matériel, et parfois il y avait des gens qui avaient passé une nuit blanche, des gens du public qui restaient pour filer un coup de main, pour décharger les camions, pour beurrer les sandwichs, pour faire un café. Voilà, c'était vraiment à la bonne franquette. Donc pendant 8 jours, ça s'est déroulé comme ça, c'était assez hallucinant. Meilleur souvenir de concert ici, alors je dirais 2 choses dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est Motorhead et les Stranglers. Les Stranglers, en plus moi j'étais fan, tu vois, terrible, voilà, t'es ado, tu vois les Stranglers. Alors ce qui est génial aussi dans ce genre de salle, c'est que tu n'es pas à 5 mètres ou 6 mètres ou 10 mètres de la scène. Ça c'est quelque chose qui m'insupporte déjà dans les festivals. Et quand je vois dans une salle quand tu arrives que les crash barrières sont à 2 mètres de la scène, il y a plus contact avec... là, les gens, ils étaient au ras de la fosse. Alors, il y avait la fosse, cette fameuse fosse que Steve Batters a sauté avec Lord of the New Church et il s'est raté. Enfin, c'est la rampe d'éclairage qui a lâché. Il a pris appel sur la rampe d'éclairage, elle a lâché, il est tombé au fond de la fosse, il s'est cassé une jambe. Voilà, on y était ce soir-là. Et je racontais tout à l'heure à Bernard Tavitian qu'on était juste à côté, là en haut, au balcon. La première partie du concert, c'était le film sur les Clash, Rude Boy. Et l'écran était baissé. Tout le monde était assis, vu qu'on était en version projection de cinéma. Et le film s'est terminé, Rude Boy, et
la salle s'est éteinte et en fait les Lords of the New Church ont commencé à jouer derrière l'écran pendant que l'écran se relevait. Et là, on avait un pote qui était avec nous, qui avait déjà commencé bien la soirée, qui en fait, il a enjambé une rangée, 2 rangées, 3 rangées, et quand il est arrivé au balcon, il ne s'est pas aperçu que c'était une rangée, il a enjambé le balcon. Donc il est tombé au rez-de-chaussée. Heureusement, il est tombé dans les sièges, il ne s'est pas fait mal. Et là, le concert des Lords a commencé, et c'était une tuerie, quoi. Voilà, mais voilà, Motorhead, les Stranglers, Lord of the New Church dans une certaine mesure pour les anecdotes, et puis il y a eu le fameux concert des Ramones, où ils sont arrivés, mais très tard, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec le bus et les camions au moment où normalement ils auraient dû mettre un pied sur scène. Et là, le public était dehors et tout le monde attendait. Là, les portes se sont ouvertes. Les mecs, ils ont déchargé le matos à 200 à l'heure. Ils ont tout monté sur scène. Le line check a été fait en quelques minutes. Et le pied sur le retour, 1, 2, 3, 4, c'est parti, un concert des Ramones pendant une heure et demie. Et là, c'était quelque chose d'incroyable. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne pourrait plus arriver non plus. Un groupe qui arriverait au dernier moment devant une salle où tout le public est déjà amassé devant les portes et où il est un peu énervé, un peu remonté, je pense qu'il y aurait toujours quelqu'un qui dirait « mais ce n'est pas possible, mais non, c'est la sécurité, c'est machin ». Voilà, je pense qu'il faudrait retrouver un peu de fraîcheur dans tout ça et voilà, ne plus se soucier du principe de précaution, ne plus se soucier de plein de choses et laisser la part à la liberté de faire les choses et parfois de faire des choses dans l'instant. Ce concert des Ramones, tous les Bordelais en parlent, alors qu'on n'était pas beaucoup en salle. Enfin, la salle était complète, mais ça fait jamais que 1200 personnes. Et s'ils t'en parlent aux Bordelais aujourd'hui, tout le monde y était. Tu avais tout Bordeaux qui était là tellement que ça a résonné, quoi. Mais, et pour nous, c'était génial. Ça contribue un petit peu aussi à la légende. Elle a eu un impact énorme. C'était un peu le temple, tu vois. Parfois, il y avait des moments où on venait voir des concerts à la salle des fêtes du Grand Parc, pas forcément parce que le groupe nous éclatait, mais parce qu'on savait qu'on allait retrouver les potes. C'était un peu, tu vois, voilà, il y avait une sorte de confrérie. Il y a des dizaines et des dizaines de groupes qui se croisaient, qui discutaient au bar. Alors le bar était dans le hall, et il y avait un grand bar voilà, dans le hall, et il y avait parfois autant de monde au bar que dans la salle. Voilà, ça dépend de qui c'est qui passait au fil de la soirée. Mais il s'est passé beaucoup de choses ici. Je pense qu'il y a aussi des groupes qui se sont créés ici. Il y a des rencontres qui se sont faites avec des organisateurs de spectacles. Il y avait les journalistes qui se déplaçaient beaucoup, hein, et il existait un truc qui n'existe quasiment plus maintenant, c'est-à-dire qu'il y avait des annonces de concerts avant le concert, mais il y avait des chroniques des soirées et des concerts après. C'est-à-dire que les gens qui n'avaient pas pu venir au spectacle ou assister au concert, ils avaient un déroulé de la soirée, ils savaient ce qui s'était passé, les journalistes racontaient que telle prestation avait été mieux que d'autres, que machin de ça. C'était quelque chose qui aussi entretenait une sorte de relation public-groupe et qui pouvait donner envie à des musiciens de se lancer. On a eu l'occasion de voir des gens qu'on admirait, voilà, où on aurait aimé être à leur place. On a vu ces gens défiler sur scène. Et c'était génial parce qu'on voyait l'ouverture des camions, on montait le matériel. Moi, en tant que batteur, je me démerdais toujours à me brancher avec le Rodis pour monter la batterie, parfois pouvoir l'essayer, ce qui était génial. Hein. Et ça a duré comme ça pendant des années. On a eu l'opportunité avec Noir Désir en 84 ici de faire la première partie d'un groupe qu'on adorait, qui était Gun Club, le groupe de Jeffrey Lee Pierce. Et on avait été repéré par l'organisateur du concert. Il savait qu'on était fan de Gun Club, il savait que ça nous aurait fait super plaisir de les rencontrer et encore plus de jouer avec eux. Donc en 84, on s'est retrouvés sur la scène juste avant Gun Club. On était comme ça, on avait les mouillettes. Et à la fin du concert, Jeffrey Lee Pierce
a poussé la porte des loges. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles ou si tu as connu sa tête, il ressemblait un peu à une sorte de Marlon Brando déglingué. Et il a poussé la porte, il a ouvert comme ça et on s'est dit deux solutions. Ou alors il vient nous tuer parce qu'il a trouvé ça naze, ou alors il vient nous dire un petit mot sympa. Et en fait, il est venu nous dire qu'il avait trouvé ça super. Et depuis, à partir de là, on a lié une relation et une amitié avec Giffredi et Pierce. Ah oui, mais il y avait une forme de consécration. Il y avait vraiment une forme de... Putain, on y est arrivé, quoi. Putain, les gars, on a joué à la salle des fêtes du Grand Parc, et puis voilà. Et puis, comme je te disais, en plus, ça se prolongeait tard dans la nuit, dans les loges, voilà. Si les loges pouvaient parler, ça serait dramatique. Mais oui, ça se prolongeait tard, mais très tard dans la nuit. Ouais. Et puis voilà, on buvait des coups. Les gens ne partaient pas forcément, là je te parle des journalistes et des organisateurs, ils ne partaient pas forcément après le concert, ils venaient discuter avec les groupes et tout ça. Et il y avait vraiment une sorte d'émulation permanente, quoi. Ça nous a permis de côtoyer des groupes qu'on n'aurait jamais vus, de rencontrer quelques journalistes, de voir quelques organisateurs de concerts. Et ce qui était surtout génial, c'est que ça ramenait des gens du quartier. Moi, ce qui m'a toujours plu avec cette salle, c'est que c'est une salle de quartier. Et s'il y a bien quelque chose qui me fait plaisir, c'est que, apparemment, et j'espère que ça sera ça, apparemment, l'esprit qui va s'installer ici serait aussi un esprit de salle de quartier. Et ça manque. Voilà. Je suis venu il y a déjà 6 ou 7 ans, avec Bernard Tavitian, on était venus et on avait fait le mur. En tant que, voilà, on était rentré en totale illégalité. Et là, on était rentré dans une sorte de pigeonnier géant. Il y avait des milliers de pigeons. Il y avait ça de fientes par terre. On avait déambulé un peu dans les recoins. Alors bien sûr, on avait revu la loge de Serge Cantozel, le concierge. On avait revu les différents locaux et tout ça. Et ça nous avait fait un truc, parce que voilà, là, tu avais l'impression que Stéphane Thomas parlait, c'était à l'abandon, peut-être qu'elle revivrait jamais. Il y avait la fresque en façade dont certains carreaux étaient tombés. Et puis, il y a quelques mois, quand j'ai été invité à visiter le chantier, j'ai trouvé ça génial. Parce que j'ai retrouvé la salle des fêtes, puisque, d'après ce que j'ai compris, le postulat était de ne pas toucher à la structure. J'ai retrouvé un endroit qui m'était familier, mais qui aurait pris une nouvelle vie, quoi. C'est incroyable, tu te dis, mais je sais que c'est là, je sais que c'est quelque chose qui me parle. Et le Besto Fantôme, c'est devenu une sorte de beau navire tout neuf qui est prêt à voguer de nouveau avec un équipement ultra moderne, parce qu'à l'époque, c'était quand même, comme te l'a dit Serge, des fois ça tenait avec 2 bouts de ficelle. Il montait à l'échelle, il avait un pied sur l'échelle, un pied sur les ponts en train de mettre une gamelle. Enfin, c'était vraiment du fait à la main. Là, on va voir quelque chose qui est vraiment compétitif, qui est vraiment adapté. Et il y a quand même ce berceau qui est le même. Et bon, c'est peut-être stupide, mais c'est un berceau qui a une âme, pour moi. Voilà. Après, j'espère qu'il y a bien d'autres gens qui vont se l'accaparer, il y a bien d'autres gens qui vont se l'approprier, qu'il va se passer plein d'autres choses, et puis que peut-être dans 20 ans, vous aurez quelqu'un d'autre face à la caméra. Bon, ce ne sera plus des caméras, mais vous aurez quelqu'un d'autre qui vous racontera que ça lui parle et que ça lui fait quelque chose. J'espère qu'il y a des groupes qui vont débuter là, j'espère qu'il y en a qui vont venir se faire plaisir, j'espère que le public va découvrir des choses. Voilà, s'il y a un concert de classique et qu'en même temps, en ouverture, il y a un concert de rap ou qu'il y a du slam ou qu'il y a du hip-hop, ce sera génial. Et il faut surtout dire aux gens de ne pas hésiter à se mélanger, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui vient voir un concert classique, s'il découvre un musicien hip-hop et que ça lui plaît, c'est génial, c'est gagné. Voilà, soyons curieux. Plus on va mélanger les genres et plus on va mélanger les gens, et peut-être que moins on sera con. C'est pas sûr, mais on peut toujours aspirer. Je balance toutes mes médailles. Allez.
Alors, je suis directeur de la Rock School Barbet à Bordeaux. J'en suis le fondateur aussi et créateur. Je suis aussi coprésident du réseau des indépendants de la musique sur la Nouvelle-Aquitaine. Et à ce titre, je siège au Conseil économique, social, environnemental régional. Et je m'appelle Eric Roux. Mes parents tenaient en gérance une épicerie qui s'appelait l'Aquitaine, place Ravzy. Avant que la cité du Grand Parc existe, un an avant. Un an après, donc, ils y ont habité, un appartement. Mais le logement de fonction de l'épicerie en question était tellement pourri que c'est mes grands-parents à Sauveterre-de-Guyenne qui m'ont élevé. Et moi, le week-end, je venais en ville. En fait, je fonctionnais à l'envers. Alors le gosse de la ville, lui, allait en week-end au vert. Et moi, j'allais en week-end en ville après avoir fait ma semaine à la campagne. Voilà, c'est un peu... Donc ce premier rapport-là, en tant qu'habitant quelque part du quartier, quoi. Deuxième rapport en tant que c'est le mot de client qui me vient à l'esprit, mais c'est pas celui-là. En tant qu'usager, usager c'est pas joli non plus. En tant que public, voilà. Donc là, j'ai vu plein de concerts. J'ai vu, tout d'abord, je sais plus de l'ordre. Hein. Alors on va le faire dans le désordre total. J'ai vu Iggy Pop, les Ramones, Lord of the New Church, les Stray Cats, les Inmates, les Cramps, un énorme groupe, les Cramps américains. J'ai vu des groupes français aussi. J'ai vu le festival Rockautomne qui, pendant une semaine, avait réuni beaucoup de groupes de Bordeaux. Mais celui qui m'a le plus marqué, il venait de Montpellier, il s'appelait OTH. J'ai vu Caméra Silence, qui est un de mes groupes préférés, bien évidemment. En première partie de Outcast, un groupe irlandais. J'ai vu Motorhead. Le plus improbable, c'était les Ramones. Parce qu'en fait, ils sont arrivés, si mes souvenirs sont bons, hein, ils sont peut-être un petit peu flous, mais ils sont arrivés entre 11h et minuit. De toute façon, on les attendait plus, quoi. Donc déjà, il y avait quelques jets de bouteilles pour réclamer à l'organisateur de nous rembourser, puisqu'on ne les voyait pas arriver, puis on ne les croyait pas, quoi. Ils nous racontaient ils ne vont pas arriver à... Puis finalement, si, ils sont arrivés. Le concert a démarré, oui, entre 11h, alors ils sont arrivés sûrement un petit peu plus tôt, mais vers minuit, je crois. Et ils ont joué 1h15. Je me rappelle d'un jeune homme qui était un pote, un mec qui s'appelait le Grand Claude, qui était le punk historique de cette ville, qui est maintenant décédé sur un accident bête et méchant en traversant la rue, comme quoi. Hein. Et il était là et il a sauté au rez-de-chaussée depuis le premier étage, sans peur ni fracas, quoi. Et donc ça, c'était pour les Ramones, qui était un groupe extraordinaire, quoi. Et puis c'était vraiment bonheur. Enfin, il y avait une espèce d'ambiance. Plus personne n'y croyait, mais ils étaient là. Mais on n'était pas nombreux, on était 300 à tout casser, quoi. Pour nous, la salle des fêtes du Grand Parc, c'était notre temple, quoi. C'était notre temple, quoi. Pour nous, le rock, il se passait à la salle des fêtes du Grand Parc. Mais c'était ici que ça se jouait, quoi. Alors, à l'époque, il y avait quand même, il y avait que de la diffusion, quoi. Il n'y avait pas de lieu qui était fait pour ça. C'est ça aussi qui a beaucoup changé. Et c'est mérité qu'il y ait des lieux faits pour ça. Hein. Parce que les groupes dont on parle, quand on parle d'Iggy Pop maintenant, et qu'on croit peut-être qu'à l'époque il avait la même résonance, c'est pas vrai. Iggy Pop, on était 300 ici, à tout casser, quoi. Donc il y avait un noyau dur de gens qu'on retrouvait. Il y avait entre, on va dire, 100 et 200 personnes qui fréquentaient les concerts. Et c'était quasi les mêmes, quoi. Donc il y avait une espèce de, on se connaissait presque tous. Pas tous intimement, mais on se connaissait presque tous. On savait se repérer les uns les autres, quoi. Et donc il y avait, c'est la grande différence, je trouve, avec maintenant, où suivant l'esthétique, maintenant, il n'y a plus du tout cette histoire de noyau dur, puisque de toute façon, les gens ont explosé, les esthétiques aussi, bien évidemment, et le public, lui, a explosé, quoi. C'est hallucinant, quoi. Même moi qui suis un acteur hyper, engagé dans ces histoires-là, j'aurais jamais cru que, et même si évidemment pour moi ces musiques sont une évidence, quoi, en termes artistiques, j'aurais jamais cru qu'il y ait autant de monde qui partage ces esthétiques-là, quoi. Je suis né en 58, on ne m'a rien caché, fin 58. Donc je ne suis pas encore dans le sexagénaire, mais je suis que quinquagénaire, plus pour longtemps, mais
J'en profite. C'est en 76 quoi, que j'ai 18 ans et c'est les Sex Pistols et les Clash et c'est là où pour moi, ça y est. Alors même si effectivement j'ai écouté avant les Stones, les Who, les Slade, parce qu'au milieu d'un morceau, ils rotent et ça, je trouvais ça extraordinaire, quoi. Un acte artistique de première importance, quoi. Et donc quand arrive le punk, pour nous, enfin, c'est une espèce de renaissance, quoi. D'autant plus qu'il commence à avoir des groupes en France qui alors, sont pas vraiment punk parce qu'on est toujours en retard d'une guerre en France. Donc, mais il y a Téléphone, il y a Bijoux qui était un groupe excellent de rock'n'roll avec Vincent Palmer qui était le guitariste de ce groupe et qui est l'actuel secrétaire général de Rock and Folk. Il y avait Trust aussi. S'il y a ici un groupe qui pour moi aussi est fantastique, qui aurait dû avoir un autre sort que celui qu'il a eu, même s'il a eu, c'est Strychnine, qui est un groupe absolument incontournable avec Kik, qui est toujours existant, qui joue toujours. Puis Bordeaux, quoi, une histoire autour de ces musiques, vraiment, quoi. C'est pas du pipeau, on ne se l'est pas inventé, quoi. Il y a tout le temps eu des acteurs, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient graphistes, BDistes, fanzinistes. Et c'est pas pour rien que dans Sainte-Ville, il y a 4 SMAC, 4 scènes de musique actuelle, ça existe nulle part ailleurs sur le territoire. Et même au niveau intergalactique, puisqu'il n'y a qu'en France qu'il y a des SMAC, donc c'est international comme label. Le dernier rapport que j'ai avec cette salle, c'est que sur la fin de cette salle, on y a organisé 2 concerts. Un premier concert qui ne restera pas dans les annales de la vie culturelle bordelaise, quoique. On avait fait venir 3 groupes de Santander. Je me rappelle de 2 des noms des 3, Melopea et Servicio Publico. C'était un échange qu'on avait imaginé, on s'était fait notre propre jumelage avec Santander et donc ils étaient venus ici, on avait fait 70 personnes, ce qui faisait assez vide quand même dans une salle comme celle-là. Et puis surtout, on y a fait notre premier très très gros concert de notre vie puisqu'on y a fait les Berruriers Noirs. C'était le 4 mars 1988. Et ça signait notre entrée sur la scène musicale bordelaise. Moi et mes petits camarades, on a commencé à faire des concerts en 1979 à Sauveterre de Guyenne. Donc à 50 km d'ici, à la campagne. Il n'y avait rien de très punk, quoi. C'était plutôt même à l'époque un charmant petit village au cœur de l'entre-deux-mers, les vignes, machin, tout ça, etc. Mais à part que nous, on avait 17-18 ans et on voulait écouter la musique, enfin on voulait voir la musique qu'on écoutait. Et donc on a organisé des concerts, jusqu'au concert d'Oberkampf, qui a été un des groupes liches de la scène punk française, un groupe parisien. Et puis il y a eu quelques débordements, petits débordements, 2 panneaux de signalisation arrachés et un bombage, puisque les tags n'existaient pas encore, Vive l'anarchie, sur l'hôtel-restaurant du centre-ville, ce qui nous a valu de la part du maire un conseil municipal extraordinaire, donc le concert le 3 juillet, conseil municipal extraordinaire le 7 juillet, pour interdire le rock de cité dans la salle des fêtes. Donc comme les leaders de ce truc-là, dont on naviguait entre Bordeaux et Sauveterre puisqu'on était étudiants, machin, etc. On a remonté plus tard une asso sur Bordeaux et moi, j'étais persuadé que les seuls qui pouvaient faire les Berruriers Noirs à Bordeaux, c'était nous. Donc là, ça ressemble un peu au roman, mais je n'arrange rien, c'est la vérité vraie. Donc j'ai pris rendez-vous avec Marsu, qui était le manager des Berru, qui était le 3e Berru en fait. Et donc il y avait ici la branche locale d'un fanzine qui s'appelait Onafin. Et je leur avais demandé si je pouvais me faire passer pour un journaliste d'Onafin. Ces gens animant une émission à la clé des ondes. Et donc, bon, ils m'ont dit OK, donc je suis allé voir Marsu. J'ai fait le journaliste, quoi, 2-3 questions. Et il n'y avait pas d'ordinateur à cette époque-là, enfin, à part au KGB, à la CIA et à la NASA. Donc lui, il avait une boîte là où on range des bouteilles de vin, et il avait des feuilles Bristol. Puis il fouille dans ces feuilles. Et il sort un truc et il me dit les mecs de Sauveterre là, qui faisaient un fanzine Dernier Bastion, tu les connais? Alors là j'étais bleu quoi, parce que le fanzine en question, on a fait un exemplaire. Il y en a 150 encore dans le garage de mes parents. Et le mec il avait le truc. Et donc là je lui dis la vérité, c'est moi, machin, etc. Et au bout d'une heure, on signe le truc, c'est bon, c'est nous qui allions faire le concert des Berru ici. Donc pour nous c'était énorme quoi. C'était le truc de notre vie quoi. Donc de notre vie en tant qu'organisateur, militant, etc. quoi. Puis le concert avait été super bien parce que c'était les Berru. Avant, il y avait eu en première partie Nuclear Device, qui était un groupe du Mans, et un groupe d'ici qui s'appelait les Cartoons,
avec des gens qui existent encore d'ailleurs. Enfin, pas le groupe, mais les gens, ils existent encore. Et ça a été, voilà, pour moi, ce concert ici, c'est notre acte de naissance sur Bordeaux, quoi. Je profite de la présence de monsieur le concierge pour lui avouer qu'on avait fait enregistrer 1200 personnes sur les 800 autorisés. Mais aujourd'hui, il y a, comment on dit, il y a prescription, merci. Il y a prescription et on peut tout dire. Merci beaucoup. Je sais pas si t'as un truc à rajouter, une anecdote, un truc. Non, je vous remercie d'anecdote, non. Attends. Non, je ne vais pas la raconter, celle-là. I think it's a long time since we played in Bordeaux, yeah? Was it 5 years, something like that? Before you were born, some of you. Well, now we are older, and we are also